Bonjour, bienvenue mes divines naturo-créatrices. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce dernier enseignement du module Préparez votre quête. Et pas des moindres parce que là nous allons rentrer dans le vif du sujet véritablement où je vais vous exposer les tempéraments naturopathiques. Et comme c'est un grand module, un grand enseignement, il va être divisé en 3 parties. Donc aujourd'hui, on va voir la présentation générale du tempérament naturopathique, à quoi ça sert, etc. Et puis ensuite, on verra les deux grandes branches des tempéraments, les dilatés, puis les rétractés. Vous allez voir, vous allez comprendre de quoi il s'agit. Alors préparez-vous, j'espère que vous avez à côté de vous de quoi prendre des notes, un verre d'eau et surtout avoir fermé toutes les notifications pour ne pas être dérangé, pour pouvoir être bien concentré, parce que là, il va falloir, parmi l'ensemble de ces tempéraments, eh bien commencer à comprendre lequel est le vôtre pour pouvoir démarrer votre quête. Alors c'est parti. On y va, on va comprendre les tempéraments naturopathiques et à quoi ça sert. Alors déjà, le tempérament, on a un petit peu abordé le sujet, il découle d'une constitution et c'est en quelque sorte une forme d'évolution de la constitution. Vous avez une constitution qui est, on va les voir tout à l'heure, qui est innée, hein, rappelez-vous, dans l'incarnation, donc le mixage des énergies au moment de votre naissance, à la fois l'héritage de vos parents, et bien tout ça a constitué une base énergétique qui a façonné le premier corps, enfin votre corps en tant que bébé, et ce corps va avoir évolué pour arriver à maturation. Et donc c'est cette évolution-là, c'est cette histoire-là qui va avoir conditionné le tempérament, c'est-à-dire à la fois la constitution, les énergies de base et comment votre histoire va avoir impacté votre constitution pour lui donner une forme un petit peu plus, on va dire, alors elle n'est pas définitive, elle est évolutive, mais c'est votre état, votre jeu de cartes de départ, on va dire, pour jouer au jeu de la vie. Et donc, le tempérament, il est évolutif selon l'environnement. Hein, voilà. Alors que la constitution, eh bien, c'est ce que vous avez acquis à la naissance avec, encore une fois, votre âme et les énergies de vos parents et des astres, bien sûr. Donc il est façonné pendant l'enfance, le tempérament, mais il est pas définitif, hein, mais il est, on va dire, c'est une composante très importante tout au long de sa vie, mais on va pouvoir le travailler. En sachant que, on le verra, c'est plus facile de dégrader un tempérament que de le régénérer. Forcément, ça demande beaucoup d'efforts. Donc ça va dépendre des conditions de vie que vous choisissez. Parce qu'on choisit toujours ces conditions de vie, même si on refuse de le croire. À titre d'exemple, prenons deux jumeaux qui sont séparés à la naissance. Énergétiquement parlant, ils ont le même héritage familial, le même héritage astrologique. Par contre, ils ont deux héritages d'âmes différents, hein, un bagage karmique différent, et aussi ils sont du coup dans un environnement différent. Eh bien, s'il y en a un qui va sous les tropiques, l'autre au pôle Nord, vivre au pôle Nord, et qu'on les retrouve 20 ans plus tard, outre le fait qu'ils aient peut-être une coupe de cheveux différente, etc. Alors je parle de deux vrais jumeaux, hein, d'accord, même s'ils ont une génétique de base identique, elle ne va pas s'être développée de la même manière selon qu'on vit sous les tropiques ou au pôle Nord. Alors je parle pas uniquement du bronzage, hein, je parle aussi par exemple de la carrure, de la capacité à résister au froid, le corps s'est adapté à son environnement et donc s'est développé d'une certaine manière et donc a créé un tempérament. Peut-être que le tempérament du pôle Nord sera quand même beaucoup plus fort, beaucoup plus trapu, plus sec aussi, peut-être un peu plus sec, mais en termes plus gras, je veux dire,
que celui de sous les tropiques qui a moins besoin de graisse pour garder sa chaleur, qui va être, voilà, s'il n'a pas été trop gourmand et qu'il a mangé très léger, uniquement les fruits, les légumes, les poissons sous les tropiques, sans aucun excès, hein, imaginons qu'ils ont un mode de vie plutôt sain tous les deux, eh bien il va avoir un tempérament plutôt moins, plutôt peut-être neuroarthritique, moins, voilà. Bref, on va voir ça plus en détail, mais pour vous dire que l'environnement impacte considérablement la constitution et détermine un tempérament. Ce tempérament aussi varie au cours de la vie, hein, voilà. Donc l'outil pour pouvoir comprendre ce tempérament s'appelle la morphophysiopsychologie. Alors, on va faire un petit arrêt là-dessus. Morpho pour les formes, d'accord, on va regarder et du coup les formes, les rapports entre les parties du corps vont nous orienter sur comment le corps fonctionne à l'intérieur au niveau physiologique, mais aussi au niveau psychologique. Ça c'est intéressant. Il y a des comportements, des habitudes, des préférences qui vont se dessiner. On parle bien ici de tendance. Et jamais c'est rigide, hein, c'est parce que tu es tel tempérament, du coup tu penses comme ça. Non, hein. Soyons fluides aussi dans notre esprit, mais on parle plutôt de tendance, ce qui va nous donner des pistes d'exploration pour pouvoir adapter ou changer, moduler nos tempéraments. Et puis, pour pouvoir comprendre les tempéraments à force d'observation par les anciens médecins notamment, qui faisaient de la morphophysiopsychologie, eh bien, on a pu ressortir des grilles de tempéraments différentes. Donc, je vous ai introduit les tempéraments hippocratiques lorsqu'on a parler de la théorie des humeurs et de l'importance des humeurs et de l'impact qu'elles peuvent avoir sur le tempérament, donc sur le corps physique. Là, moi, je vais vous parler, donc, on va utiliser les tempéraments naturopathiques qui s'inspirent de la grille des tempéraments hippocratiques, mais qui intègrent d'autres grilles de lecture, ce qui rend cette grille de lecture plus riche, voire un peu plus complète de mon point de vue, par rapport aux autres tempéraments qui sont d'autres classifications. Donc pour ça, on va faire une analyse morphologique. Ça va nous permettre de définir la vitalité, puisque on avait dit que la vitalité était directement liée au tempérament. On verra que selon que le tempérament est plutôt fort ou plus faible, eh bien il va y avoir, enfin plus faible, moins résistant, il va y avoir des niveaux de vitalité standards qu'on reconnaît comme une réalité chez ce tempérament. Donc on va reconnaître non seulement la qualité, mais aussi la quantité. D'accord? Donc du coup, on va savoir si on peut faire de la naturopathie, c'est-à-dire stimuler la vitalité ou pas. C'est sûr qu'une personne qui est complètement épuisée, on va pas lui faire une cure détox, on va pouvoir lui faire une naturopathie de confort, mais pas une naturopathie traditionnelle. Et c'est aussi difficile de faire une naturopathie créative puisqu'on va passer par la naturopathie traditionnelle pour aller au-delà et faire co-créer sa vie, naturo-créer sa vie. Du coup, c'est très important de pouvoir à minima faire une étude morphologique, une étude au moins de vitalité. Ça va nous permettre également de choisir du coup là où les techniques qui sont les plus adaptées. Par exemple, si on veut faire on va faire de l'hydrologie. Dans l'hydrologie, peut-être si c'est une personne qui est très 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 fatiguée, on va peut-être pas lui faire des bains glacés. Voilà. Si vous avez si vous avez froid en permanence, pareil, on va peut-être pas vous mettre dans l'eau froide, hein, ça n'est pas pertinent. Donc l'idée, ça va être de comprendre là comment on peut choisir les techniques en fonction de qui on est. Pas de panique, je vais vous le dire tout ça, hein, mais votre job, ça va être de bien comprendre votre morphologie. Et moi, je vais vous donner des grilles d'études pour ça, d'accord? Ça va nous permettre également, eh bien, d'apprécier quelles sont vos aptitudes psychiques, parce que ça va nous donner une idée
de comment procéder pour travailler avec sur votre corps mental, pour libérer votre corps mental, pour le revitaliser. Et en comprenant les aptitudes psychiques de démarrage, eh bien, on va être plus pertinent dans les actions à mener. De même, on va pouvoir prédire éventuellement les prédispositions aux maladies. Donc là, l'intérêt, moi, ok, les maladies, d'accord. Mais ce qui m'intéresse, c'est comment est-ce qu'on va potentialiser votre être pour accéder à cet état créateur conscient, hein, puisqu'on est des créateurs en permanence, bien sûr, mais on n'est pas conscient, puis on fait un peu n'importe quoi et on se dit « Oh là là, j'ai pas de chance ». Bon, on veut être des créateurs conscients et créer d'abord en nous quelque chose de sain pour pouvoir créer quelque chose de sain à l'extérieur. Quand je dis sain, je parle d'écologique, de respectueux, de vertueux, etc. Donc oui, les prédispositions aux maladies, c'est un objectif premier de la morpho, un des objectifs de la morpho, mais nous, en tant que naturo-créatrices, ce qui nous intéresse, c'est aussi comment on peut aller au-delà de tout ça et faire de ces connaissances des leviers pour progresser, et pas que pour s'en préserver. Alors pour ça, on va analyser les tempéraments en 5 étapes. Comment on fait? Déjà, vous allez regarder votre corps. Votre corps, en général, alors là, je vous donne de la méthodologie, puis on passera à la pratique dans le coaching, dans les coachings, dans les maisons des enchanteresses et les maisons de la sorcière. On va mettre en pratique, d'accord? Ici, on est vraiment dans l'acquisition de la connaissance. Donc, on regarde d'abord le corps de manière générale, puis vous allez, alors dans l'idéal, vous vous faites photographier de face et de dos avec une tenue assez proche du corps, idéalement sans rayures, ni dans un sens ni dans l'autre, hein, sans motif pour ne pas avoir d'illusion d'optique. Hein. Donc une couleur, habillez-vous en noir, c'est ce qu'il y a de plus simple. Et puis on voit les rapports entre les différentes parties du corps. Je vous expliquerai quoi regarder, bien sûr. Ensuite, on va regarder votre visage, vous allez regarder la forme de votre visage, vous allez regarder comment sont vos ouvertures, la bouche, le nez, les narines, les yeux, la disposition sur le visage, leur taille. On va regarder les mains par la suite. Alors, les mains, on va les regarder. Alors, tout ceci, ça va être... on va regarder les mains, mais on va pas forcément s'attarder dessus parce que ça, c'est plus du tempérament hippocratique, mais je vous donnerai quand même des pistes de réflexion sur les mains. On va quand même s'intéresser à la température des mains, à l'hydratation des mains, ça va nous donner des pistes pour la reconnaissance du tempérament. D'accord ? On va regarder aussi le crâne, pareil, ça c'est une autre classification qu'on appelle la phrénologie ou voilà, la phrénologie. Et donc on va regarder les dominantes des formes du crâne. Est-ce que c'est le devant, le milieu, l'arrière? Ça, c'est pas forcément évident à distance. C'est un indice. Hein. Vraiment, là, ce que je vous ai mis, c'est ce qui est le plus important, c'est en vert. Puis plus on va vers le rouge foncé, là, plus c'est du détail et moins c'est important. Je veux dire que si on en loupe un, c'est pas très grave. On peut toujours comprendre son tempérament. C'est vraiment c'est la structure même qui va nous donner le tempérament de déterminant. S'il y a une structure, par exemple, s'il y a un élément de détail au niveau du crâne qu'on identifie et que ça vient contredire le corps, on va pas dire « Ah bah tiens, en fait, on sait pas parce que un coup là je suis comme ça et un coup là je suis comme ça ». Non, ce qui va primer, ce sera d'abord le corps et ensuite le détail soit va nous confirmer le tempérament, soit va nous le moduler, va le nuancer, va faire qu'on va être moins dans les excès du corps, de ce tempérament qui est indiqué par le corps et va avoir les forces peut-être d'un autre tempérament. Hein. Donc c'est ça qui est intéressant. C'est tout l'art, ce n'est pas une science où on découpe et on classe et c'est comme ça et point barre. Non, là c'est un art et c'est vraiment tout l'idée de la morphophysiopsychologie. C'est pour ça qu'on ne peut pas l'utiliser en médecine puisque ça reste, il y a une part de subjectivité tout de même, d'accord ? Et donc le dernier aspect, c'est tous les autres détails qui vont être remarquables pour venir confirmer ou infirmer le tempérament, l'intuition que l'on a.
Et donc voir si vous avez un appendice xyphoïde, des lunules, comment est votre pilosité, etc. etc. Hein, ça, c'est des exemples, il y a plein d'autres indices qu'on va aller regarder ensemble, et ça va permettre de venir définir un peu votre tempérament. Est-ce que vous êtes... On va regarder après les grilles de tempérament, mais ça va nous permettre de dire, tiens, déjà, est-ce qu'on est plutôt dans telle constitution, puis telle constitution, puis ensuite, eh bien, hop, dans cette constitution, bah, ah, bah, c'est plus tel tempérament, bah non, plus autre tempérament, parce qu'il y a ça, qui confirme, en termes de forme, le rapport entre les deux. Vous allez voir, ça va devenir de plus en plus concret. Pardon. Petit chat dans la gorge à force de parler. Donc les tempéraments naturopathiques, ils sont divisés en 2 branches qu'on va décliner maintenant. Et pour pouvoir décliner ces branches, on part d'un point de référence, c'est-à-dire un tempérament, un corps neutre ou on va dire totalement équilibré sur tous les aspects. Il est ce qu'on appelle le point de référence. Et donc ce tempérament de référence qui est rarissime à notre époque, c'est le tempérament musculaire. Alors dans le tempérament musculaire, on verra au niveau de l'énergie, elle est au maximum. Voilà, on va ensuite décliner les différentes caractéristiques. Mais déjà, on va les citer. Donc on a le tempérament musculaire, puis ça va se diviser en 2 branches. Ce qu'on appelle les sanguins, ou bien les sanguinopléthoriques, pardon, la branche des sanguinopléthoriques, donc ça va être la branche qui va partir par ici, tac, 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 et la branche des neuroarthritiques qui va être en face. Donc on a vraiment une division en 2 branches qui va donner plusieurs tempéraments. Dans la branche des sanguinopléthoriques, on va le sanguin, on a le digestif et on a l'obèse. Donc vous remarquez que ici on a une branche qui a tendance à aller vers la dilatation du corps, de l'organisme. Alors le sanguin, vous ne connaissez pas bien ses caractéristiques, mais quand vous voyez qu'on arrive on parle de digestif, là on s'imagine quelqu'un qui est plus au niveau de l'abdomen, on s'imagine un abdomen proéminent, et puis l'obèse, bon ben voilà, une personne qui est totalement en surpoids important. Donc on est sur une branche la branche on dit des dilatés, la branche des personnes qui ont tendance, ou dont le tempérament a tendance à se dilater en se dégradant, en perdant de la vitalité. D'accord? Donc ici, on a une vitalité maximale, et plus on descend, plus on perd de vitalité, et plus le corps s'élargit. De l'autre côté, si le corps s'élargit, vous comprenez que de l'autre côté, eh bien, on est dans un contexte, une configuration, où le corps va plutôt être dans la rétractation. Donc on appelle aussi la branche des rétractés ou neuroarthritiques. On a donc le premier, le pendant du sanguin dans cette branche-là, c'est le respiratoire, ensuite le cérébral et ensuite le nerveux. Donc là, on est sur des profils qui vont aller en dégradant leur tempérament, ça veut dire en perdant de la vitalité et en s'encrassant de plus en plus, etc., vont avoir tendance à devenir de plus en plus rétractés, de plus en plus fins, de plus en plus longilignes, de plus en plus tous les muscles, le corps, voilà, avoir tendance à devenir de plus en plus recroquevillés, de moins en moins de matière, et on a plutôt une tendance à être de plus en plus la peau sur les os et moins être dans le côté expansion. On est plutôt dans la rétractation. En niveau énergie,